Bonjour, bienvenue sur la troisième édition du Salon de la parentalité, salon qui a été fondé en 2024 donc par le Village des Naissances et la Bell Kids. Donc je suis en présence de du coup Gilles Vaquier de la Baume qui a fondé l'atelier du futur papa en Belgique, mais pas que. Du coup Gilles, vous allez nous présenter en quelques mots l'atelier du futur papa. Qu'est-ce que c'est? Comment est né ce projet? Quel est son ADN? On y va. Allez, on est parti. Merci pour l'invitation et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Alors, l'atelier du futur papa, la présence, c'est France, Belgique et Japon. Et c'est un concept d'agrégation qui est des hommes qui sont en voie de devenir pères et qui ont envie de préparer leur paternité au travers soit d'un atelier de 2 heures qui est centré sur les gestes du quotidien, soit une formation complète de 7 heures à la journée qui va inclure d'autres modules comme l'éveil, l'éducation, la place du père en postnatal, la vie de couple. Voilà, c'est très complet, c'est sur la période de 0-6 ans et c'est réservé aux papas qui ont envie de, comment dirais-je, de s'investir de manière précoce, active et intense. Voilà, pour faire court. Merci Gilles. Alors comment est né ce projet? Alors, c'est un projet qui est particulier parce que moi, je suis devenu papa à 39 ans et j'avais la fougue et l'enthousiasme. Et puis finalement, je me suis aperçu que c'était largement pas suffisant et qu'il fallait plus que jamais avoir des connaissances solides, des compétences spécifiques pour démarrer cette parentalité moderne, si on veut être raccord avec ce qui se fait aujourd'hui, évidemment. Donc, en fait, j'ai un peu appris à mes dépens, même beaucoup, puisque c'est ma fille qui a fait une chute dans les escaliers un jour chez des amis. C'était un grand traumatisme pour moi. Il a fallu des années de réparation, etc. Je vous passe les détails. Et finalement, c'est un drame heureux qui fait que ma fille va bien aujourd'hui et que moi, ça m'a permis de m'épanouir dans cette nouvelle posture de proposition, de formation futur papa. Et donc, le temps a passé, puis j'ai écrit des livres, je me suis professionnalisé, formé, et puis j'ai vu plus de 10 000 papas sans aucun problème ces 10 dernières années, que j'envoie entre 50 et 150 tous les mois. Donc, voilà, ça a été une très longue, très dure épreuve. C'était un hyper mal pour un super bien. Et voilà un peu l'ADN. Et depuis, voilà, c'est juste de l'amélioration sur le fond et sur la forme pour proposer au papa le concentré vraiment essentiel, la quintessence des informations incontournables pour devenir ce coéquipier qui est attendu par la conjointe, mais aussi ce papa qui sait y faire par son enfant. Merci beaucoup Gilles pour cette introduction très très riche. Alors j'ai plusieurs questions comme vous imaginez. Moi j'ai une question aujourd'hui, c'est quelles sont les grandes évolutions du rôle des pères dans cette fameuse parentalité, mais dans ces dernières années. Parce que vous me disiez voilà, parce qu'il est papa à 39 ans, il y a eu déjà des choses qu'on bouge à ce moment-là. Et là depuis ces dernières années, voilà, c'est quoi les grandes évolutions pour vous? Alors, les grandes évolutions, il y a 2 points. Il y a les hommes qui, eux, d'un côté, ont un désir grandissant de participer. C'est les conjointes contemporaines qui les poussent à cette participation parce que elles veulent redevenir femmes rapidement et non pas rester mères aussi. C'est aussi la question de l'égalité homme-femme qui amène l'homme à bouger, la nouvelle masculinité, on va dire, et puis la question aussi la question du lien à l'enfant, l'interrogation sur la place et le rôle du nouveau papa. Donc c'est Oui. tout un tas de phénomènes périphériques qui font que l'homme, si c'est pas par le biais d'une publicité, c'est par le biais d'une information, par un réseau social, peu importe, ça va un peu, il y a de grandes chances que ça vienne à lui, et donc ils sont obligés un peu de s'interroger sur les nouvelles pratiques et comment est-ce que, parce qu'on voit bien par exemple, il y a eu la loi sur la fessée, je ne l'ai pas cité, mais c'est encore quelque chose de nouveau, donc on voit bien qu'on ne peut plus passer par un modèle coercitif. Et c'est tout un tas de petites choses comme ça, le congé paternité allongé, tout un tas de petites choses qui, mises bout à bout, et bien, finalement, l'obligent à s'adapter à la parentalité contemporaine. Et c'est compliqué parce que c'est un grand changement pour les hommes. Pourquoi? Parce que jusque-là, ils étaient un peu tranquilles, j'allais dire, et que le cerveau entre en résistance quand on propose un changement. Donc, il y a forcément de la résistance psychique
de base, et encore plus quand c'est la question de la parentalité, voire même au-delà de l'éducation. Voilà, c'est pas simple pour eux, parce que je pense, alors peut-être que je me trompe, mais que les femmes ont quand même une adaptation au changement qui est plus rapide que les hommes. Et donc, de ce fait, c'est plus long et plus dur pour eux. Ils le font, mais c'est plus long et plus dur. Voilà, il faut le répéter plusieurs fois, voilà. Alors justement, Voilà comment. c'est papa, à votre avis, là, dans ce que vous pouvez observer, en 2025, à votre avis, ils recherchent quoi dans leur rôle ou dans des produits ou dans leur posture? À votre avis, dans ce que vous pouvez observer? Alors, ils recherchent à ne pas passer à côté du lien avec leur enfant. Ouais. Mmh. Et également, ça c'est un deuxième point un peu moindre, si j'ose dire, en termes de degré, mais donc à réinventer rapidement un nouveau couple. Voilà. Mmh. Il y a une prise Oui. de conscience qu'il va y avoir forcément des tourments inhérents à au couple en lien avec cette nouvelle parentalité, et donc qu'il va falloir peut-être y réfléchir en amont et faire quelque chose pour faire en sorte de ne pas tomber dans ce chiffre, j'allais dire catastrophique, mais de un couple sur 4 qui se sépare de l'année qui suit l'arrivée de l'enfant. Et oui. Et 1 sur 2 dans les 5 ans. Donc, on Et voit oui. bien que l'arrivée de l'enfant, c'est une onde de choc pour le couple. Et souvent, avec le docteur Canamera, avec qui j'ai écrit le dernier livre, on dit quand l'enfant apparaît, le couple disparaît, le couple tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. Et l'enfant peut être comme un trait d'union entre deux mots, c'est-à-dire qu'il peut unir ou séparer. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je crois que plus que jamais aujourd'hui, il est fondamental, incontournable d'être préparé à la parentalité. C'est ce que je propose aux hommes qui en ont envie. Ok, ouais, j'aime beaucoup votre image du trait d'union. Ça me parle bien, j'aime bien. Alors, pour vous, du coup, toujours en 2025, est-ce que, à votre avis, on peut parler d'un style papa, d'une identité papa? Et justement, comment l'atelier du futur papa y répond? Alors, oui, je pense qu'on peut évoquer un style de papa. Oui. Et franchement, en plus, moi, j'aime beaucoup cette question parce qu'on voit que ce qui revient souvent, c'est la crainte de la manipulation chez l'homme, Ah oui, hein, la peur de casser le bébé, ça c'est très masculin déjà, ok. et la peur d'être déclassé vis-à-vis de la maman, parce qu'il considère que de facto, la maman va mieux savoir faire. Alors, ce n'est pas forcément vrai, mais c'est leur considération, c'est leur point de vue. Ok. Et dans tous les cas, en lien avec le congé maternité qui est plus long chez les femmes que chez les hommes, forcément, la maman va s'expertiser plus rapidement que lui. Donc, elle aura cette longueur d'avance. Mais ça, c'est une crainte chez l'homme qui me disent ben, je veux me mettre à niveau. Donc, être en raccord avec les nouvelles pratiques de 2025, et surtout ne pas passer à côté du lien avec mon enfant, réinventer mon nouveau couple et comment dirais-je, qu'il y ait cette dynamique et cette harmonie de nouvelle vie de famille au plus tôt. Voilà. Et ils ont conscience, ils sont de plus en plus nombreux à avoir conscience, parce que quand on a débuté quand même en maternité offerte par la maternité, il y avait 3-4 papas. Aujourd'hui, il y a des maternités où j'interviens 2 fois par mois et 2 groupes de 15. Donc, Ouf, on voit oui. bien que d'eux-mêmes, ils se disent, bon, ben, moi aussi, je suis obligé un peu de faire quelque chose de m'investir, ne serait-ce que 2 heures dans un atelier papa à la maternité, mais je suis obligé de passer par là. C'est comment dirais-je, une case à cocher incontournable, au même titre qu'on dit, ben, est-ce que j'ai bien assis le siège auto, est-ce que j'ai bien fait ceci, est-ce que j'ai bien fait cela? Est-ce que moi-même, je me suis préparé à cette parentalité? Ben, c'est une case qu'ils sont obligés de cocher, et pour connaître, je ne sais pas, vraiment des choses essentielles, ne serait-ce que les règles de sécurité couchage. Enfin, je ne sais pas. Voilà, on parle vraiment du strict minimum, la prévention syndrome bébé secoué, Le béaba, vraiment ouais. les bases Ouais. voilà, qu'il faut qu'ils connaissent, parce que si on parle du syndrome bébé secoué, juste pour la parenthèse, pardonnez-moi, c'est que c'est quand même commis à 80% par des hommes, Ouais. hein, et c'est un cas par jour en France. Donc, ne serait-ce que d'avoir l'information et de savoir que c'est un paradoxe de la parentalité, qu'on peut faire l'opposé de ce que l'on pense, ben, finalement, parce que ça, c'est tout un tas de choses qui vont s'agréger et qui vont nous amener peut-être au pire, bien que l'on n'en ait pas le profil. Il faut en avoir conscience pour justement s'inscrire dans l'évitement, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Oui, je rejoins, mais oui, bien sûr, 3000%, c'est un vrai sujet. Vrai sujet. Dans... Donc, il y a un style d'homme Oui. qui est dans l'envie, qui veut pas rester sur le côté, qui se dit le lien avec l'enfant, c'est au plus tôt, le couple, faut que j'y pense.
c'est un homme qui se projette finalement parce que la femme a cette tendance naturelle à se projeter tout le temps. Elle est ici, mais elle est un peu à tout à l'heure, elle est un peu à demain, elle est un peu à la semaine prochaine. L'homme, il est dans le ici et maintenant. Et ça l'oblige à lui aussi à tendre vers cet esprit qui n'était pas forcément le sien de base, d'être dans la projection. Et il le fait très bien pour le matériel, mais le matériel, bon, c'est peanuts. Ce qui compte dans la parentalité, c'est de se préparer soi. Ah, complètement. Voilà. Et surtout, ne pas faire de son enfant la variable d'ajustement de ses connaissances. C'est-à-dire que ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas un cobaye. Ce n'est pas lui qui va te dire. Parce que moi, je le vois tous les jours. J'ai des jeunes papas qui arrivent et qui disent bon, on en apprend tous les jours, on fait au fur et à mesure. En fait, ça veut dire c'est comme si vous preniez un bateau de Brest et vous disiez bon, on va aller aux Antilles et puis on va voir en fonction de là où ça nous amène. On espère y arriver. Mais ça se trouve, vous allez finir au nord du Canada ou le bateau, il va couler. Vous n'en savez rien, vous voyez. Le bateau va couler après un iceberg. Voilà. Donc, c'est moins drôle. Donc, on ne peut pas voir les choses comme ça. Ce n'est pas possible. Il y a aussi la prévention donc accidents domestiques. Il y en a 2000 par jour dans la tranche 0-6 ans. Ne serait-ce que d'être averti là-dessus. Moi, je suis passé par là. Pourtant, j'étais très bon, mais je n'avais pas de conscience. Donc, c'est d'abord de conscientiser cette parentalité par tous ces chiffres, par tous ces phénomènes, de savoir qu'il y a des choses qui arrivent et qui arrivent massivement. On a parlé du couple, on a parlé du syndrome bébé secours, on a parlé des accidents domestiques, on a parlé de la violence éducative ordinaire et que tout ça, finalement, c'est largement évitable sous réserve de passer quelques instants pour acquérir ces connaissances. Voilà. Ok. Ça va être intéressant. Merci Gilles. Alors justement, ces tendances de la part de ces papas, est-ce qu'ils veulent plus de congés parentaux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus d'investissement émotionnel de leur part? Est-ce qu'ils sont plus sensibles, plus présents pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, là-dedans, dans ces tendances, par rapport à tous ces papas-là que vous accompagnez? Oui, beaucoup plus de sensibilité, incontestablement. Oui, tout à fait. Un désir de présence, un grand désir de présence. Une interrogation sur l'équilibre pro-perso. Ça, c'est pareil. Ils veulent plus se consacrer à 100% à leur travail et en oublier leur vie de famille. Voilà, ils ont bien conscience que cet équilibre il va être compliqué. Donc là aussi, c'est pareil. Ça suscite des interrogations. Donc, c'est un grand bouleversement, finalement, pour les hommes d'aujourd'hui parce que ça les oblige à se poser des questions qu'ils n'envisageaient pas de se poser. Et il y en a pour qui c'est un vrai bonheur d'aller dans cette direction et comment dirais-je, de s'initier au changement, d'apprendre, de s'exercer, de prévoir, d'être ce vrai coéquipier qui est attendu par la conjointe et non pas cet homme, les bras ballants, dans le canapé, qui dit qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est un poids, finalement. C'est ça le problème de la parentalité naissante, c'est que tout s'accélère et que si on n'a pas de connaissances, on devient un poids. Parce qu'on ne va pas être une alternative qui va faire des propositions parce qu'on n'y connaît rien. Donc, on ne va rien proposer puisqu'on n'y connaît rien. Donc, du coup, comme la maman, elle avance, voulant répondre à sa question première qui est « suis-je une bonne maman ?» Donc, elle s'expertise dans les gestes du quotidien pour répondre à cette question-là. Et du coup, ça ferme le champ opérationnel à l'homme. Ça, c'est un premier point. Et si lui, à côté de ça, il n'a pas de compétences spécifiques ou d'enrichissement complémentaire à amener, il reste sur le côté. Le schéma, c'est celui-là. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle ils ont tout intérêt aujourd'hui, plus que jamais, à se préparer, à s'investir eux-mêmes, à miser sur eux, finalement, autant qu'ils le font sur le matériel en prenant le dernier siège auto de meilleure qualité, etc. Parce que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que l'investissement paternel, précoce, actif et intense, finalement, ça va être moteur, ça va jouer sur énormément de facteurs dans cette parentalité. Notamment aussi, on peut citer la prévention de la dépression postpartum, parce qu'un bébé, un papa, c'est un lapsus, qui n'est pas équipé, finalement, mais ça va accentuer cette dépression postpartum. Les femmes 10 ans, quand j'en rencontre, me disent, mais vraiment, en prénatal, vraiment, quand la naissance va arriver, me disent, j'ai pas envie d'avoir 2 bébés à la maison. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui. Voilà, parce qu'elle s'inquiète et elle voit qu'elle se projette dans les interactions permanentes, j'allais dire, avec leur enfant. Et finalement, elles se disent, mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir aussi que je m'occupe de lui. Oula, je ne vais pas pouvoir. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je vois très, très bien. Alors, à votre avis, Gilles, on voit aujourd'hui la présence des marques, notamment auprès des bébés, mais surtout maintenant aussi des parents. À votre avis, comment les marques s'adressent-elles aux papas aujourd'hui? Est-ce qu'à votre avis, il y a encore des clichés ou est-ce qu'il y a quand même aussi une évolution dans les messages de la part de ces marques il y a une immense évolution parce qu'on voit, par exemple,
on voit des papas sur des 4x3 devant des pharmacies pour des crèmes, etc., où on voit bien que, comment dirais-je, aujourd'hui, ils sont pris en compte parce qu'on sait que leur avis compte dans l'acte de la décision d'achat et que finalement, comme leur avis compte, on ne peut plus les négliger. Donc, de ce fait, les marques l'ont pris en considération et c'est pas mal parce que plus c'est répété, plus aussi ça les pousse à aller dans cette direction. Et finalement, à se dire, bon, c'est mon leitmotiv, hein, c'est le cœur de mon quotidien, il faut que je me prépare à cette parentalité. Voilà. Ah, ça peut être ça, ah, c'est ça, ah oui, ah d'accord, ah, moi aussi, je suis acteur, vous voyez, c'est ça, il faut lui montrer. Ça projette, Surtout l'homme, tout à fait. Il est dans la vision, il a besoin de voir, il a besoin qu'on lui dise, ah d'accord, ah, c'est moi, alors je peux aussi être celui-ci. Ah oui, d'accord, je peux être celui-là, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, comment on commence? Voilà. Donc, ça, c'est très bien parce que ça les aide. Ils sont moteurs dans la prise de décision. Donc, finalement, plus les marques en parlent, plus ça décongestionne un petit peu tout ça parce qu'on arrive d'un passé encore très figé et tout, avec des idées reçues, des poncifs, des mythes encore qui ont la peau très dure. Donc, ça participe à déliter un petit peu ce personnage un peu froid et rigide et distant qu'a toujours été l'homme. Et ce n'est pas pour autant non plus, je précise qu'il faut tomber dans l'extrême sensibilité ou devenir une maman bis. Hein. Moi, je dis souvent, il ne faut pas être une maman bis, il faut être un papa plus. Voilà, on garde notre personnalité, notre façon de faire, notre identité. Hein, mais on l'accentue et comment dirais-je, on grimpe d'un niveau dans notre compétence parentale. Voilà. Hein, le mot me vient en anglais, mais pas en français. Je suis désolé. Level up your skills, quoi. Monter d'un cran, voilà. Passer le cran supérieur et cranter au-dessus, parce que vous ne pouvez pas apprendre au jour le jour, au fil de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. On l'a bien vu, les risques que ça représente sur tout un panel de possibilités qui sont quand même extrêmement négatives. Je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Malheureusement et heureusement, parce que j'aurais franchement préféré ne pas le vivre. Et aujourd'hui, c'est cette idée de partir de cet ADN et d'aller porter le message aux autres. Alors, faites ce que vous voulez, mais mon conseil, mon vif conseil, c'est ne rentrez pas dans la parentalité comme ça à l'aveugle, en vous disant on verra bien ce qui va se passer. Vous prenez des risques qui sont quand même énormes. Et plus que jamais, préparez-vous. Alors, ça peut passer par un livre, bien que ça glisse un peu plus sur vous. Ça peut passer par des vidéos, c'est parce qu'il manque sur YouTube, etc. Mais il faut quand même, pour pouvoir s'adapter au stade de développement de l'enfant, apporter la bonne réponse, comprendre ce qu'est l'éducation positive, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été… voilà, il y a eu beaucoup de mauvais messages qui sont passés. Ça a été dévalué, ça a été caricaturé, etc. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des histoires de Montessori, je ne sais quoi, maman Montessori, on se moque sur voilà. Je voyais l'autre jour, c'est quand même pas mal. C'est une maman qui est sur TikTok et il y a son enfant derrière qui écrit au marqueur sur un meuble. Il dit je suis maman Montessori, donc je le laisse faire. Voilà, c'est mettre en exergue le laxisme, alors que c'est pas du tout, mais alors pas du tout ça. C'est dommage pour l'image, ouais, tout à fait. Ouais. Si on n'a pas la bonne définition, finalement, ça va être compliqué, quoi. C'est ça. Parce que ça véhicule des mauvaises informations. Oui. Puis le lien avec l'enfant, il ne va pas tomber du ciel, quoi. Moi, c'est ce que je leur dis. C'est pas le fait de je te vois, tu me vois, je t'aime, tu m'aimes. Ou voilà le livret de famille. Et c'est pas comme ça que les choses vont fonctionner, quoi. Il y a une comment dirais-je, il y a une vraie compréhension à avoir sur le besoin de l'enfant, j'allais dire, mais c'est surtout la posture que nous, on doit avoir, parce que c'est à nous de nous corriger. Finalement, lui, il est juste ce qu'il est, comme il était hier. Et on peut pas on ne pourra jamais les changer, parce que ça fait partie des stades de développement, de passer par les étapes de crise, etc. Mais c'est à nous de nous adapter, de comprendre et d'apporter cette bonne réponse, c'est-à-dire tout simplement, pour terminer sur le sujet, de se dire, je prends 2 secondes de réflexion avant d'agir, et mon cerveau me dit de lever la main, lever la voix, de fuir, je dois, en tant que parent, pour singulariser ce rôle et me distinguer du reste du monde, offrir la réponse qui est d'ouvrir les bras pour lui offrir l'apaisement, parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire, et aussi parce que c'est votre rôle. Oui. Mais ça, c'est compliqué. Ouais. Parce que c'est associé à du laxisme ou à de la… Voilà. Et quand quand les choses seront plus calmes, on pourra parler de la problématique. Ouais. Mais ça, c'est le premier des choses à comprendre jusqu'à 7 ans, j'allais dire. Moi, c'est mon domaine, 0-6 ans. Jusqu'à 7 ans, c'est cette posture-là qu'il faut avoir, qui a un double bénéfice immédiat et aussi à moyen terme pour construire les réseaux neuronaux entre les 2 cerveaux, de manière à aider l'enfant dans son avenir
à affronter les difficultés de la vie qui sont incontournables. Donc, si vous n'avez pas compris certaines bases, ben, vous allez passer au travers. Et dans la vie, les regrets, ça pèse très lourd. Et finalement, il vaut mieux avoir la connaissance plutôt que d'avoir les regrets parce que le temps passe très vite dans la parentalité. Voilà. Oui, c'est vrai. Oh là là. J'ai essayé de résumer un petit peu les choses de la manière la plus explicite possible et claire et C'est très, très j'espère vrai. efficace. Ouais, c'est très, très vrai. Alors, vous avez cité justement quelques idées reçues et des clichés que les papas aussi peuvent subir. Alors, on parle beaucoup, vous avez cette tendance, hein, vous savez, même dans les articles, les médias, etc. C'est un grand sujet depuis presque un an maintenant, on le voit beaucoup, la fameuse charge mentale chez les mamans. Mais justement, est-ce que vous en parlez, vous, avec les papas, de cette charge mentale, de la Oui, fatigue, de bien l'équilibre sûr. vie perso, et eux, comment ils voient ces enjeux-là? Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr qu'on en. Alors, il n'y a pas de conscience déjà. Comment ils voient les enjeux? Il n'y a pas vraiment de conscience de cette charge mentale chez des hommes vis-à-vis des femmes. Mais c'est de leur partager le chiffre d'une femme sur quatre qui fait une dépression sévère. C'est quand même important. Qu'est-ce qui distingue un baby blues d'une dépression sévère? Qu'est-ce que la dépression sévère, finalement, avec quelques critères d'appréciation, comment dirais-je, de clinique pour mettre un diagnostic dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter cela? Voilà. Et moi, finalement, je leur partage une astuce qui est vraiment formidable pendant la formation pour refaire couple rapidement d'une manière extrêmement puissante parce que c'est ce qui compte et qu'on a eu tendance à faire focus sur le nourrisson et à en oublier le couple. Pour limiter cette dépression postpartum, justement, je leur partage cette astuce pendant la formation pour que comment dirais-je, puisse recéler ce nouveau couple qui vient de naître, lui aussi, finalement, et bien, qu'il puisse repartir du bon pied. Donc, donc voilà un petit peu pour, voilà, je pense, C'est très clair. Ouais, ouais. répondre à votre question, parce qu'on Ouais. croit toujours que le père, il est moins compétent, hein, il ne doit pas montrer ses inquiétudes et il est secondaire. Alors qu'en fait, finalement, moi, je leur partage le message inverse. Il faut savoir qu'il y a aussi les pouvoirs insoupçonnés du rôle de père, notamment, par exemple, à l'accouchement pour l'ocytocine, dans l'allaitement pour toujours pareil l'ocytocine. Voilà. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, dont il faut avoir connaissance et conscience pour pouvoir ensuite se légitimer dans l'implication. Parce que sinon, on dit, bah, encourager ma femme dans l'allaitement, ça va servir à quoi? Ben, en fait, il y a deux hormones. Il y a la prolactine qui produit le lait, il y a l'ocytocine qui éjecte le lait. L'encouragement participe à l'éjection du lait. Point. Donc, si tu es là, présent, donc il n'y a pas de conscience vraiment. Et quand on leur partage ces pouvoirs insoupçonnés, parce que c'est aussi puissant qu'invisible, j'allais dire, ça leur donne des clés et l'envie, surtout, déjà d'identifier qu'est-ce que la différence entre le baby blues et le postpartum. Et ensuite, si toutefois ils venaient à avoir dépression postpartum, eh bien, à aider leur conjointe, voilà, Du mieux possible. Mais je rencontre des papas, et je terminerai là-dessus, qui me disent, mon bébé a 2 mois, voilà, hier elle m'a dit, laisse-moi, j'ai besoin de pleurer et tout. Bon, une maman qui a des variations comme ça 2 mois après la naissance, là on est dans une dépression postpartum. Donc je lui ai donné l'information parce que c'est quand même le conjoint et c'est la personne la plus proche qui va pouvoir réagir, peut-être essayer de l'aider dans le sens inverse. Voilà. Bien Mais il sûr. n'avait pas conscience. Ouais, comme quoi, enfin, Parce c'est qu'il fou. n'avait pas les clés. Et oui, et oui. Donc, de détecter pour pouvoir réagir. Oui, ouais, tout à fait. Ok. Alors là, on parlait de papa dans le cas avec voilà des mamans, couple mixte, mais par rapport au papa solo, parce qu'il y a quand même aussi une grosse tendance, hein, monoparentalité quand même dans la société aujourd'hui. Alors ces papas solo ou les couples de papas, est-ce que pour eux, il y a des défis un peu supplémentaires à relever? Alors moi, je collabore beaucoup avec tous les papas qui vont en Colombie pour les questions des GPA, notamment. Eh oui. Voilà, donc ça, c'est Oui. presque quasiment tous les jours ou presque. Mais effectivement, bon, le défi est encore plus grand parce que dans le couple hétéro, le papa peut se dire, c'est la maman qui sait faire, comme on disait tout à l'heure, elle va le faire dans tous les cas, et donc je peux un peu me reposer sur elle. Là, il n'y a pas ça. Donc, il y a déjà une première problématique administrative, organisationnelle, etc., qui est déjà immense. Et au-delà de ça, donc, eh bien, il y a pas de, on ne peut pas se décharger sur l'autre en disant c'est elle qui va le faire. Voilà. Donc, eux, plus que jamais, et en plus, il y a ce désir profond de vouloir accéder à la parentalité avec toute cette démarche incroyable, cette montagne infranchissable, presque, j'allais dire,
qui fait que ils sont très à l'écoute et très demandeurs de conseils, d'informations pour pouvoir se passer le relais l'un l'autre et être à niveau de compétence, donc pour pouvoir au mieux vivre cette parentalité qui s'offre à eux. Voilà. Très bien. OK. Est-ce qu'il y a des freins ou des tabous, que les papas vont rencontrer encore aujourd'hui dans leur engagement parental? Et est-ce qu'on peut les accompagner là-dessus? Alors j'imagine que oui, vis-à-vis mais est-ce qu'il y a voilà, comment ça se Après, passe? oui, la réponse est oui, mais finalement, après, c'est dans la tête. Eh oui, eh oui. Euh, Ouais. voilà. Euh, c'est aussi la question de la tendresse qui peut être Mmh. associée à la faiblesse. Euh, donc, ça, effectivement, ça peut être un frein dans le fait de dire j'ouvre les bras avant de lever la voix ou lever la main. Donc, c'est pas mon rôle parce que Mmh. d'une manière inconsciente, déjà, je suis l'autorité. Donc, l'autorité, ce n'est pas un câlin. L'autorité, ça réprimande, ça sanctionne. Voilà. Ah, c'est fou, hein. Donc, il faut aller interroger le subconscient et savoir un petit peu, il y a deux phénomènes, c'est soit ce qu'on a vécu qu'on va reproduire très facilement, soit sinon ce qu'on a appris. Et si on répète le schéma de Freud qui nous dit que notre enfant est un être pervers qui veut faire l'amour à sa mère et tuer son père, et si on a ça inconsciemment dans la tête, évidemment, la réponse associée va être forcément une réponse coercitive. Si on se dit que c'est un enfant qui est face à un besoin, qu'il est submergé, qu'il est très embêté, violenté par ce besoin-là et que je suis la seule personne pour le sortir de ce problème et qui plus est, ça va singulariser ma parentalité et me distinguer du reste du monde, et bien là, la réponse la réponse comportementale ne sera pas la même. Voilà, donc tout dépend de ce subconscient qu'il faut aller interroger. Mmh. Très bien. Alors est-ce que vous auriez un message, Gilles, à faire passer aux futurs ou jeunes papas qui cherchent leur place? Évidemment, le message, c'est tout est dans la préparation, de mon point de vue. Ouais. Tout est dans la prise de conscience parce que tout va changer, tout va bouger au niveau de l'identité, des désirs, de la relation au temps, de la relation à l'univers, de la relation à l'inconnu, presque, j'allais dire, la relation à la vie. Et je pense que pour comment dirais, cette échéance qui va complètement tout bousculer, plus que jamais, il faut s'y préparer et s'éclairer aussi tout au long du chemin. Il ne suffit pas de se préparer, il faut continuer parce qu'on a vite fait d'avoir des regrets, parce que le temps de la parentalité, c'est le temps de la rapidité et qu'on ne s'en aperçoit pas, on se retourne. Ah, il a 6 ans, ah mince, mais quand les jeux avec les petits jeux, ah, mais c'est fini, on ne peut plus. Oui, c'est ça, c'est Ouais. ne surtout pas avoir de regrets. Mmh. Et donc, c'est se préparer et continuer toujours, une fois que l'enfant est là, pour apporter la meilleure réponse, se renseigner sur qu'est-ce que le terrible tout, par exemple, comment apporter les Oui, réponses, voilà, oui, oui. et j'en passe, et des meilleurs, ou des pires, ça dépend. Mais c'est de continuer de s'aligner en fonction du développement de l'enfant, parce que évidemment, la réponse de 0,3 mois, c'est pas celle de 3 mois, 6 mois, ni celle de 6 mois, 1 an, et que si on n'est pas adaptatif et qu'on n'apporte pas, on n'est pas capable d'apporter la bonne réponse, et qu'en fait, c'est toujours lui qui nous guide, parce que il est structurellement normal que ce soit l'enfant qui nous guide dans la parentalité. C'est comme ça qu'on a vécu jusqu'à présent. Formation futur papa, il y a 10 ans, c'était rayé. Aujourd'hui, c'est complet. Vous voyez, on peut dire qu'on est passé, mais ça n'existait pas. Et dans les années 70, je ne pense pas que mon père aurait fait un atelier futur papa. Donc, D'accord. Ouais, on démarre de très, 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 très c'est loin. vrai. Et c'est il y a pas si Voilà. longtemps en même temps. C'est il y a pas si longtemps, Gilles, hein, c'est Non, ça qui c'est est fou. hier. Eh oui, Exactement. c'est fou, Exactement. l'évolution. Oui. Et aujourd'hui, un peu tout le monde veut se mettre dans la brèche. Mmh. Donc, voilà, c'est important. Il y a des maternités qui commencent à proposer, etc. Mmh. Euh, voilà, après, il y a une spécificité à avoir, c'est autre chose. Mais voilà, c'est continuer de s'adapter pour ne. En fait, en 2 mots, ce serait attention, parce que le temps de la parentalité, c'est le temps de la rapidité. Ouais. Pensez à remplir le réservoir des souvenirs et pas celui des regrets. Yeah, Voilà. j'aime beaucoup. Eh oui. Eh oui, oui. Je crois que c'est Alors ça, cette prise de conscience. Parce que le nombre de personnes, excusez-moi de vous couper, non, non. que j'ai rencontrées là, ces 10 dernières années, qui disent, oh là là, si j'avais su, Mmh. si j'avais eu cette information, si on m'avait dit que, si j'avais fait la démarche, voilà. Parce qu'en fait, d'une manière inconsciente, on a abordé la parentalité en disant, c'est mon enfant qui va m'apprendre. Mmh.
Et nous, on est le parent, et dès qu'il y a une situation tendue, on lui dit, je suis le parent, c'est moi qui vais t'apprendre. Mais tout le reste du temps, quand c'est pas tendu, on se dit, mais c'est lui qui va m'apprendre, vous voyez. Et c'est normal que ce soit lui qui nous apprenne. C'est vrai. Donc, très vrai. Est-ce que vous avez des coups de cœur ou des inspirations du moment, Gilles? Des livres, des podcasts, de comptes de personnes que vous suivez autour de la paternité qui pourraient servir au papa? Oui, alors oui, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle, alors deux choses. Un livre qui est sorti là, il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle L'arnaque des nouveaux pères. Ah oui, oui. Voilà. Et un podcast dans lequel j'ai eu la chance de participer. L'épisode s'appelle Papa mode d'emploi, dans lequel je passe. Mais d'une manière générale, le podcast est très intéressant. C'est Victoire, tu as Lyon et ça s'appelle Les couilles sur la table. Le nom est évocateur. On ne peut pas oublier. On ne peut pas le louper. On ne peut pas le louper. Et Papa mode d'emploi, voilà, c'est vraiment un podcast qui m'a vraiment aussi beaucoup aidé à me faire connaître auprès de ces hommes qui font du footing, qui écoutent leurs podcasts, qui s'intéressent, qui se projettent. Voilà, l'homme s'intéresse à la parentalité et qui plus est à la paternité. Et ça, c'est vraiment complètement nouveau. Et il faut le dire, il faut le montrer, bien sûr. Bah oui, c'est hyper important. Alors, j'aurais une dernière question justement pour vous, Gilles. Terminer notre belle conférence là par rapport aux femmes, justement. Comment les femmes, alors qu'elles soient employeurs, managers, compagnes, proches, comment elles peuvent faire bouger les choses pour mieux équilibrer la parentalité et faciliter la place des pères sereins, à votre avis? Ah, c'est une grande question. Parce qu'il faut dire à ces dames… La question, j'ai gardé pour la fin, c'est pour ça. Faites-leur confiance. Laissez-les prendre des initiatives. Considérez que ça peut être fait différemment que vous, tout en étant aussi bien fait. Alors après, il y a aussi c'est salvateur pour la maman de répéter les gestes du quotidien pour répondre à sa question: suis-je une bonne maman? Mais à partir du moment où on est là, ça y est, c'est bon, ça c'est acquis. Il faut vraiment laisser le champ opérationnel à l'homme, lui laisser prendre cette place, profiter lui aussi, jouir de ses prérogatives de paternel. Voilà, parce qu'il en a besoin, parce que souvent, ce qui revient dans les séparations de couple, notamment, c'est le docteur Canamera qui me disait ça, c'est que les pères n'évoquent pas le manque d'amour. On se met ensemble pour l'amour, on se quitte parce qu'on n'a plus d'amour, on va dire. Mais là, c'était justement pour retrouver un cadre précis dans lequel on va pouvoir s'occuper de son enfant, c'est-à-dire redessiner le contour de sa paternité, d'accord, par une séparation qui passe par un changement de lieu et les jours dans lesquels on s'en occupe, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est moi qui vais m'en occuper. Je vais pouvoir redessiner les contours de ma paternité sans personne autour de moi. Et c'est ça le leitmotiv premier qui est le levier de la séparation. Donc, il faut le savoir parce que, à force d'étouffer l'homme et de lui dire tu ne sais pas faire, etc., je fais mieux, finalement, derrière, c'est ça la conséquence. Hein. Ce n'est pas le manque d'amour. C'est j'ai besoin de redessiner les contours de ma paternité. Pour qu'elle se redessine, j'ai besoin d'un cadre qui soit précis, dans lequel personne ne va venir marcher sur mes plates-bandes, si j'ose dire. Et en tous les cas, dans les interactions avec l'enfant, lui aussi, c'est pareil. Ça lui permet de redessiner psychologiquement sa vie de papa, sa paternité, et de pouvoir s'estimer être vraiment papa. Voilà, parce que ce n'est pas parce que vous avez un enfant à côté de vous. Si vous l'avez à côté de vous, vous ne pouvez jamais vous en occuper. Vous ne sentez pas papa. Vous voyez? Et c'est ça. Donc, c'est avoir conscience de ça, lâcher la bride, faire confiance, laisser l'homme faire, même si ce n'est pas exactement bien fait. Voilà, ne pas rabrouer à la moindre petite pression qui n'est pas parce qu'on est tendu, parce qu'il faut que tout soit parfait, parce qu'il n'est pas secondaire et il ne sait pas moins faire, il fait différemment. Et c'est important aussi parce que l'équilibre de toute l'entité familiale et aussi du couple passe par là, sachant que plus la maman est attachée au bébé, plus le bébé est attaché à la maman, et que finalement, le duo maman-bébé va devenir un binôme et voire même un couple de substitution. C'est comme ça que le schéma peut s'accélérer. Donc, parce que l'homme est complètement sur le côté. C'est vraiment le nouveau couple, parce qu'ils sont tout le temps l'un avec l'autre. Et donc, de ce fait, on se dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette parentalité? Parce que je n'existe pas. Je n'existe plus aux yeux de ma conjointe et je n'existe pas du tout aux yeux de mon enfant. Donc, quel est l'intérêt d'être là, finalement? Voilà. C'est dur, ça, comme situation. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui se passe. Moi, tous les jours, j'ai des témoignages comme ça. Tous les jours, et massivement, quoi. Voilà. Donc, il faut le dire en amont parce que déjà, de base, on va dire le père, c'est le tiers séparateur, celui qui va séparer l'enfant de la maman, parce que l'enfant se prend en duo avec la maman. Et donc, de ce fait, par son investissement, il va
dire à l'enfant tu es dans une triade et pas dans un duo. Et je peux être une alternative égalitaire à celle de la maman, c'est-à-dire que je peux être une source de réconfort émotionnel. Ok. Donc, je suis aussi, alors d'une manière différente, mais je suis aussi important sur le plan du réconfort émotionnel. Et ça, c'est fondamental parce qu'on évite de tomber dans le cliché, le good cop et le bad cop. Il y en a un qui apporte du soutien émotionnel, du réconfort émotionnel, et puis l'autre qui est un peu là pour la partie on ne sait pas trop, c'est vague, c'est nébuleux et c'est autoritaire. Voilà. Et pour éviter de tomber dans ce schéma-là. Super intéressant. Et oui, les images Merci. sont très très parlantes, hein, parce que comme vous dites, en plus c'est courant. Ouais, c'est important. C'est important. En effet, avec ces raisons, c'est top. Merci beaucoup Gilles pour toutes ces réponses, tous ces petits tips, comme je dis, vraiment super intéressants. On vous retrouve du coup sur votre site du coup avec l'atelier du futur papa. On va mettre dans tous les cas en commentaire et sous la vidéo YouTube, qui sera sur la chaîne YouTube aussi en replay, voilà vos contacts sur les réseaux sociaux, le site web de l'atelier du futur papa pour justement ces futurs papas ou tout jeunes papas puissent vous contacter et vous puissiez les aider au mieux, les accompagner parce qu'encore une fois, voilà, un papa qui va être averti, qui va pouvoir réagir, c'est aussi une maman et des enfants derrière qui vont aller bien et ainsi de suite. Et une famille heureuse dans l'idéal, même si on n'est pas dans le monde des bisounours, mais oui, j'y crois toujours et je bien sais que sûr. c'est Oui, bien sûr, mais vous avez raison. Mais ce qu'il y a d'important de dire par rapport, je rebondis sur ce que vous venez de dire, je crois que c'est important, c'est il faut avoir une ligne d'excellence et tendre vers. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on va être parfait, ça ne veut pas dire que tout va être parfait, ça veut dire qu'on a quelque chose vers lequel on va se raccrocher. Et je crois que ça, c'est fondamental dans la parentalité. Mais bien sûr, il n'y a pas de parent parfait. C'est de savoir où est un petit peu l'excellence. Et quand par exemple, on parlait de la violence éducative, si ça nous arrive de basculer du côté obscur, on a quelque chose auquel on peut se raccrocher parce qu'on sait que c'est ça le bon comportement, parce que si on passe le dos, on va y passer le bras. Donc on sait, hop, et on se ressaisit et on retend vers. Voilà. Avoir cette ligne d'horizon un peu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du coup, ça fait une belle conclusion. On est d'accord. Merci infiniment, Gilles. Merci à vous. Donc, à très, très bientôt pour vous retrouver sur vos réseaux et sur le site Atelier du Futur Papa. Et nous, on vous retrouve du coup sur les prochaines conférences de ce salon virtuel de la parentalité. Merci, à bientôt. Merci Marie-Laure. Merci beaucoup.